C'est le 1er juillet 1766 que pour la dernière fois en France, une personne condamnée à mort pour blasphème a été exécutée. C'était un jeune homme de 21 ans, il s'appelait François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre. Et voici son histoire. François-Jean de la Barre naît le 12 septembre 1745. Il est le deuxième fils de Jean-Baptiste Alexandre Lefebvre, seigneur et chevalier de la Barre, et de Claude-Charlotte Lagniepce. Il n'a que 9 ans quand sa mère meurt, et 17 quand son père la suit dans la tombe. À la mort de leur père, donc, François-Jean et son frère aîné Jean-Baptiste se retrouvent donc orphelins, mineurs et fauchés comme les blés. Et oui, parce que leur père a dilapidé la fortune familiale qui avait été amassée par leur propre grand-père dans le commerce de la fourrure quand celui-ci était gouverneur de la Nouvelle-France, Canada. François-Jean est l'héritier d'une famille illustre, et d'ailleurs si illustre qu'elle est encore de nos jours. Et oui, parce que un de ses oncles, qui est président à mortier du Parlement de Paris, c'est-à-dire une des charges de la justice française les plus importantes sous l'Ancien Régime, s'appelle Louis-François de Paul Lefebvre d'Ormesson. Eh oui, c'est un des ancêtres de Jean d'Ormesson. Le jeune homme n'est donc pas n'importe qui. Lui et son frère sont donc envoyés à Abbeville pour être confiés aux bons soins d'une de leurs cousines, qui s'appelle Anne-Marguerite Feydeau, et qui est abbesse à l'abbaye Notre-Dame de Willencourt. À l'époque, Abbeville est une cité de 17 000 habitants où, pour faire simple, l'élite commerciale, politique, judiciaire de la ville est séparée en 2 factions rivales. Et plus qu'autre chose, c'est ça qui va déclencher l'affaire de la Barre. Le matin du 9 août 1765 sont découvertes 2 profanations. Des coups de canif sur un crucifix sur le pont d'Abbeville et un dépôt d'immondices sur un bas-relief représentant le Christ dans un cimetière. Alerté par le scandale, M. Eckay, le procureur du roi, se rend sur place et dresse un procès verbal. Une plainte pour impiété est déposée et une enquête est diligentée. Il faut absolument retrouver le coupable. Les magistrats font donc dire des monitoires dans les églises. Les monitoires, eh bien, ce sont des sermons que les curés sont tenus de prononcer dans leur église pour aider la justice à trouver un coupable. Le principe est assez simple. Le sermon dit « Si quelqu'un dans cette assemblée sait quelque chose à propos de ce crime dont on vient de parler, il se doit d'aller vers la justice pour dénoncer les coupables ou les complices ou pour donner toute information qu'il aurait. » Parce que si, après, au cours de l'enquête, on s'aperçoit que quelqu'un était au courant de quelque chose et qu'il n'a pas donné les informations, alors ce quelqu'un sera excommunié. Et l'excommunication à l'époque, c'est quand même très grave. C'est même la pire chose qui puisse arriver à un croyant. C'est donc un moyen de pression super efficace pour obliger des personnes à parler à la justice même si elles ne le veulent pas. L'enquête judiciaire et policière est confiée au lieutenant de police, M. Duval de Soicourt, qui accessoirement est le maire d'Abbeville. On sent poindre le conflit d'intérêts. Les soupçons se portent rapidement sur certains jeunes gens de bonne famille qui se sont fait remarquer en chantant des chansons peu respectueuses de la religion et surtout qui se seraient vantés d'être passés devant la procession du Saint-Sacrement sans prendre la peine de se découvrir. Parmi ces jeunes gens, on trouve évidemment François-Jean Lefebvre de la Barre, bien sûr, puisque c'est le héros de l'histoire, mais aussi un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Moinel, et un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Gaillard d'Étalande. À ce moment-là, il y a un petit hic, parce que parmi les jeunes gens qui fréquentent de la Barre et qui partagent ses frasques, il y a le propre fils de l'enquêteur, M. Duval de Soicourt. Le groupe rassemble donc des jeunes gens dont les parents sont en conflit plus ou moins larvé les uns avec les autres. Pendant l'enquête, une 40aine de témoins sont entendus. Mais tous parlent effectivement soit de l'attitude irrespectueuse pendant la procession, soit des chansons paillardes, mais aucun ne mentionne les profanations, qui sont la base de l'accusation. Et pourtant, les juges vont tenir compte de ces témoignages.
Parce qu'ils vont considérer que si tu peux avoir une attitude anti-religieuse en parole, alors tu peux l'avoir en action. Et mettre des coups de canif sur un crucifix ou souiller un bas-relief, finalement, c'est pas tellement plus grave que de chanter des chansons anti-religieuses ou de ne pas se découvrir pendant une procession. Même si le dossier est quasi vide, eh bien, le 1er octobre 1765, Delabarre et le jeune Moinel sont arrêtés et mis au secret dans la prison d'Abbeville. Mais me direz-vous, pourquoi seulement Moinel et Delabarre? Et les autres alors? Ah ben, les autres, on ne les a pas arrêtés parce que ils se sont barrés. Delabarre, lui, a choisi de rester. Il aurait pu s'enfuir, mais il n'a pas voulu. D'abord parce qu'il s'estime innocent, et ensuite il pense que sa jeunesse et le prestige familial vont en quelque sorte le protéger et jouer en sa faveur. Erreur fatale. Peu après son arrestation, le jeune Moinel incriminera 2 autres garçons, sans doute sous l'effet de la peur, on peut le comprendre, qui eux aussi seront finalement arrêtés. Mais François-Jean Delabarre persiste à nier les faits qui lui sont reprochés et à clamer son innocence. Seulement, manque de bol. Au cours de l'enquête, on fouille chez lui et on trouve plusieurs livres licencieux, des bouquins de queue quoi. Et surtout, on trouve un petit dictionnaire philosophique de Monsieur Voltaire. Et ça va largement aggraver son cas. Alors pourquoi est-ce que cela aggrave son cas? Eh bien, tout simplement parce que ce petit dictionnaire philosophique de Voltaire, il a été mis à l'index par le Parlement de Paris en 1764. Le même Parlement de Paris qui, en 1751, a interdit la publication de l'encyclopédie. Pour faire simple, les philosophes des Lumières ne sont pas du tout en odeur de sainteté auprès du pouvoir politique et religieux de l'époque. Ces gens-là sont vus comme des révolutionnaires, des libertins, des corrupteurs de jeunesse. Aimer ces gens-là, c'est pas bon. Donc le 28 février 1766, le présidial, c'est-à-dire la Cour de justice d'Abbeville, condamne le jeune François-Jean Delabarre pour, je cite, impiétés, blasphèmes, sacrilèges exécrables et abominables. Avant son exécution, il devra faire amende honorable, il aura la langue tranchée, il sera décapité, et enfin, son cadavre sera jeté au bûcher pour y être brûlé. Rien que ça. Un des co-accusés est condamné par contumace à la même peine que François-Jean, mais à avoir en outre le poing tranché. Sans doute a-t-il été accusé d'onanisme ou un truc comme ça. Je sais pas. Non, en fait, j'en sais rien du tout, mais on arrive à un tel niveau de n'importe quoi que tout devient totalement vraisemblable, même le plus horrible et le plus fou. Les 3 principaux attendus du jugement mentionnent que François-Jean a été atteint et convaincu d'avoir passé à 25 pas d'une procession sans ôter son chapeau qu'il avait sur la tête, sans se mettre à genoux, d'avoir chanté une chanson impie, d'avoir rendu le respect à des livres infâmes, au nombre desquels se trouvait le dictionnaire philosophique du sieur Voltaire. Delabarre fait appel du jugement. Et pour pouvoir procéder à l'exécution, il faut que le verdict d'Abbeville soit confirmé par le Parlement de Paris. Delabarre est donc envoyé à Paris, il est enfermé à la prison de la Conciergerie en attendant de passer devant la grande chambre du Parlement de Paris. Le 4 juin 1766, petit détail cocasse, on ne s'est même pas donné la peine de lui fournir un avocat, 15 des 25 magistrats du Parlement de Paris confirment le jugement d'Abbeville. Coup de bol pour Moinel, son jeune âge lui permet de n'être condamné qu'à l'amende ordinaire. À ce moment-là, un certain nombre de personnalités interviennent auprès de Louis XV en lui demandant d'user de son droit de grâce, et pour 2 raisons principales. La première étant la légèreté du dossier d'accusation. Il n'y a rien, c'est vide. La deuxième raison, c'est l'illégalité de la peine prononcée. Illégalité de la peine? Pourquoi? Tout simplement parce que en 1666, donc 100 ans plus tôt, Louis XIV avait aboli la peine de mort pour crime de blasphème.
La peine prononcée était donc totalement illégale. Seulement, pour des raisons bassement politiques, Louis XV refuse d'user de son droit de grâce. Le chevalier de la Barre est donc ramené à Abbeville pour y être supplicié et exécuté le 1er juillet 1766. Si je précise supplicié et exécuté, c'est parce que préalablement à sa mise à mort, François-Jean va être soumis à la question ordinaire et à la question extraordinaire. Autrement dit, à la torture. Oui, vous avez bien entendu, ils vont le torturer avant de l'exécuter. Pourquoi faire? Ah, mais par charité chrétienne en fait. Si, vous allez voir, je vais vous expliquer. Cette sympathique pratique s'appelle la question préalable. Elle a pour but d'obliger le condamné à dénoncer ses complices et à expliquer comment le forfait a été accompli. Ça lui permet aussi de demander pardon à Dieu et à la société, et ainsi de sauver son âme. C'est formidable. Il aura donc fait amende honorable. Au matin de son exécution, François-Jean est donc soumis à la question ordinaire, au cours de laquelle il subit les brodequins. Alors, les brodequins fait partie de l'immense panel de choses extraordinaires que l'homme a réussi à développer pour causer le maximum de souffrance à un corps sans que celui-ci ne meure trop vite. Spécialité typiquement humaine. C'est un système assez ingénieux. Vous avez 4 planches de bois. Elles vont du bas du genou en haut de la cheville. Vous en mettez 2 autour de la jambe gauche et 2 autour de la jambe droite. Il y a des trous dans lesquels on passe des cordes. On serre. Déjà, ça c'est sympathique. Une fois que c'est bien serré, on passe des coins entre les planches qui sont au milieu et on tape. Donc ça serre encore plus. Et donc ça luxe et ça brise les os des jambes. En s'y prenant bien, avec un peu d'expérience et beaucoup de doigté, certains bourreaux arrivaient à littéralement faire de la poudre d'os à l'intérieur des jambes sans que la personne ne meure. C'est formidable. Pendant la séance, évidemment, le jeune homme perd connaissance. On le ranime et on l'interroge. Quels sont ses complices? Il répond qu'il n'en a pas. Le gars est en train de se faire torturer, il sait qu'il est condamné à mort, qu'il est perdu. Mais le réflexe qu'il a, c'est d'épargner ses copains. Ça s'appelle la classe. Il est dans un tel état après la séance qu'on décide de lui épargner la question extraordinaire. Les bourreaux estiment que si on insiste, il n'aura probablement pas la force de monter à l'échafaud. Vu le mal qu'on s'est donné pour l'y envoyer, ce serait ballot. Alors, on n'insiste pas. Il est alors conduit sur le lieu de son exécution en charrette. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais quand vous avez les jambes brisées et qu'on vous fait traverser la ville sur une route pavée, dans une charrette avec des roues, en bois, vous imaginez les chaos? C'est l'horreur. D'autant qu'en plus, il est en chemise, il a une corde autour du cou, avec une pancarte dans le dos, sur laquelle il est écrit « impie, blasphémateur et sacrilège exécrable ». Sympa. Le jeune homme a fait montre d'un tel courage que finalement, on renonce à lui trancher la langue. On le décapite, et puis on jette son corps au bûcher. Petite coquetterie, avant de le brûler, on cloue sur le torse de son cadavre un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Ambiance. En même temps, ça donne un petit côté chic. François-Jean Lefebvre de la Barre était âgé de 21 ans. Mais cette abominable exécution provoque un tel tollé dans l'opinion publique que les autres accusés ne sont pas poursuivis. Le jeune Moinel est relâché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, l'air de rien, Voltaire a été mis en cause dans cette histoire.
Il a conscience qu'il peut être accusé d'avoir, par l'intermédiaire de ses écrits, transformé un jeune homme en blasphémateur, en libertin, en débauché, en mécréant. Avoir son dictionnaire envoyé au bûcher en même temps que de la barre lui fait craindre pour sa vie. Et vu l'ambiance, on ne peut guère lui donner tort. Il se réfugie donc en Suisse. Et de là, il prend fait et cause pour Delabarre et ses co-accusés. Sous le pseudonyme de M. Cassan, il rédige un court texte, la relation de la mort du chevalier Delabarre à M. le marquis de Beccaria, qui expose toute l'affaire. Dans ce texte, Voltaire démontre la disproportion entre le délit, une connerie faite par des jeunes gens un peu révoltés, provocation à 2 balles, et la peine qui avait été prononcée. Sans oublier le fait que cela faisait 100 ans en France qu'on ne pouvait pas être condamné à mort pour blasphème. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'historiens estiment que le chevalier Delabarre, au demeurant débauché, meurt victime de la haine d'un magistrat pour sa famille. La protestation du philosophe suffit pour que le tribunal d'Abbeville mette fin aux poursuites contre les autres prévenus. Dans son article « Torture » du dictionnaire philosophique de 1769, Voltaire fait le récit du martyre du chevalier Delabarre. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque le chevalier Delabarre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toutes les tourderies d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville, gens comparables aux sénateurs romains, ordonnèrent non seulement qu'on lui arrachât la langue, qu'on lui coupât la main et qu'on brûlât son corps à petit feu, mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer, le chapeau sur la tête. L'affaire Delabarre offre à Voltaire et aux philosophes des Lumières une nouvelle occasion de lutter contre l'arbitraire du système judiciaire et de dénoncer l'obscurantisme des ecclésiastiques. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur les motivations exactes des protagonistes de l'affaire, ni sur le déroulement des événements qui ont conduit à la condamnation et à l'exécution du chevalier Delabarre. Mais une chose est évidente, c'est que le verdict s'appuyait sur une interprétation abusive des textes de loi, et surtout que c'était une volonté délibérée des juges d'Abbeville et du Parlement de Paris de faire un exemple pour contrer l'influence qu'ils jugeaient nuisible des philosophes. Le 30 juillet 1766, paraît une déclaration écartant définitivement la peine de mort comme condamnation possible pour le crime de blasphème. Mais il faudra attendre plus d'un siècle et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour que la notion même de blasphème disparaisse du droit français. Le chevalier Delabarre fut réhabilité par la Convention le 25 Brumaire de l'an 2, c'est-à-dire le 15 novembre 1793, et est devenu depuis le symbole de l'iniquité de la justice royale et surtout de la cruauté infligée gratuitement au nom d'un crime sans victime.